Le schéma de fonctionnement des soi-disant structures hybrides et de la désinformation russe s'est révélé devant nous. Et comme il s'est avéré, l'affaire concernant le suivi d'Allatra n'est que la partie émergée de l'iceberg, qui fait désormais l'objet d'une étude approfondie et détaillée. Et je voudrais commencer l'épisode d'aujourd'hui par deux événements absolument concrets et documentés qui se sont produits tout récemment. Premièrement, le 25 février 2026, la 6e cour administrative d'appel de Kiev, en Ukraine, a définitivement confirmé la légalité des activités du mouvement Allatra en Ukraine et a constaté qu'il n'existait aucun motif pour son interdiction ni pour sa dissolution forcée. De plus, le tribunal n'a trouvé aucune preuve qu'Allatra se soit jamais livré à des activités illégales, anti-ukrainiennes ou pro-russes. La décision du tribunal précise que les activités d'Allatra sont conformes aux dispositions de ses statuts et à la législation ukrainienne. Et ce qui est très important, le tribunal a confirmé le caractère patriotique des activités du mouvement Allatra. La décision indique, je cite, que les documents confirment que l'association citoyenne Allatra mène des activités à caractère patriotique. Et maintenant, mes amis, voici la partie la plus intéressante. Nous avons déjà évoqué à maintes reprises qui a tenté de détruire ce mouvement et pour quel motif. L'affaire concernait ce qu'on appelle avis d'experts. Le tribunal ukrainien les a examinés et a rendu une appréciation équitable. Le tribunal a constaté l'implication et le parti pris de l'experte Irina Kremenovskaya et a qualifié ses expertises de non fondées et irrecevables. Je cite la décision. Le tribunal a constaté que l'auteur de l'expertise entretient une relation négative avec le défendeur et a un intérêt dans la cessation de ses activités, car depuis 2015, elle a publiquement déclaré son engagement lié à Allatra sur le site web Svobodne Slovo, où elle a publié 4 articles dont le contenu témoigne du parti pris de l'experte. Les publications décrivaient notamment l'activité de longue date de l'auteur contre Allatra et sa collaboration avec les autorités chargées de l'application de la loi en vue de les traduire en justice. Pour simplifier, il est apparu que Kremenovska, pendant 7 ans, a déshumanisé de manière persistante et systématique le mouvement Allatra et l'a diffamé sur Internet ainsi que sur ses propres plateformes en ligne. Ensuite, elle a repris ses propres affirmations qu'elle avait elle-même publiées sur ce même Internet et sur cette base, elle a rédigé pour le tribunal des expertises au nom de son centre privé CEPI. En d'autres termes, après cette campagne, elle s'est présentée devant le tribunal en tant qu'experte indépendante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il s'est avéré que les autres expertises réalisées par d'autres experts pour le tribunal étaient en réalité des copies de textes trouvées sur Internet. Plus précisément, il s'agissait de documents publiés devant le tribunal sur Allatra par Kremenovska elle-même. Le tribunal a conclu que même ces autres expertises ne comportaient pas d'examen indépendant propre. La décision indique qu'en conséquence, le collège des juges a tiré une conclusion définitive. Ainsi, tous les rapports d'expertise n'ont pas été élaborés sur la base de recherches personnelles des experts et de leur évaluation indépendante, mais ont été produits en utilisant des documents déjà existants sur Internet. Les passages textuels tirés des publications concernées sont répétés mot à mot dans tous les rapports d'expertise. Nous pouvons désormais affirmer avec certitude que toute cette persécution, menée par Kremenovska depuis 2015, y compris par l'intermédiaire de son centre privé CEPI, n'avait aucun fondement juridique. Le tribunal a confirmé que le mouvement Allatra est légal, que ses activités sont conformes à ses statuts et qu'il a un caractère patriotique. On pourrait penser qu'un point final a été mis à une affaire où des personnes ont été diffamées pendant 10 ans, accusées de crimes inexistants et où l'on a tenté de les détruire par le biais des tribunaux et des médias. Il s'est avéré cependant que ce n'était pas encore tout. Quelques semaines seulement avant cette décision du tribunal de Kiev du 2 février, la police nationale d'Ukraine a publié une résolution officielle.
Elle a reconnu le mouvement social international Allatra comme partie lésée dans une procédure pénale. Selon l'enquête, des infractions pénales ont été commises à l'encontre de cette association civile. Il s'agit de l'article 170 du Code pénal, c'est-à-dire l'entrave à une activité légale. Allatra a été reconnu comme partie lésée, une victime. Imaginez-vous cela. Pendant 10 ans, les bénévoles de cette organisation ont été harcelés dans les médias et, par la suite, des perquisitions ont même été menées à leur domicile. Pendant 10 ans, ils ont été qualifiés et étiquetés de sectaires et de traîtres. Et finalement, la police dit « Non, ce ne sont pas eux les coupables. Les actes criminels ont été commis contre eux. » Pendant 10 ans, on a essayé de faire de ces gens des parias, et il s'est avéré qu'ils étaient les victimes. Et maintenant, la question principale plane dans l'air. Si Allatra et ses bénévoles sont officiellement reconnus comme victimes, alors qui a joué ce rôle pendant 10 ans, dans le rôle du coupable? Est-ce l'individu Irina Kremenovska qui s'est présentée pendant 10 ans comme une experte indépendante des sectes sans avoir la formation adéquate? Ou s'agit-il du réseau russe Rassir, dépendant du FSB, qui, depuis 1993, crée dans différents pays de faux experts comme Kremenovska et poursuit une stratégie globale, à savoir l'infiltration des États, l'attisement de la haine, la déstabilisation et la destruction de la démocratie. Je rappelle un fait important qui a déjà dépassé le cadre des débats publics et est passé sur le plan juridique. Une procédure pénale a été engagée contre Irina Kremenovska en vertu de l'article 161 du Code pénal ukrainien, incitation à la haine nationale et religieuse. Et son activité au sein de la structure russe Rassir nécessite un examen approfondi de la part des autorités ukrainiennes compétentes en matière pénale. Pourquoi ? Parce qu'il existe toutes les raisons d'affirmer que le réseau Rassir n'est pas seulement une organisation russe hostile à l'Ukraine. C'est un outil derrière lequel se cache le FSB. De plus, en mai 2025, Irina Kremenovska a été officiellement identifiée comme agente du réseau russe anti-secte Rassir lors du Forum international à Washington, où se sont réunis de hauts représentants de la Maison-Blanche, des membres du département d'État américain et des experts de premier plan en matière de liberté religieuse. Les participants au forum ont appelé à une enquête internationale sur les activités de tout le réseau d'Alexandre Dvorkin, à l'imposition de sanctions personnelles et au renforcement des poursuites pénales. Cela signifie que nous ne sommes plus dans le domaine des suppositions. Nous sommes dans le domaine des faits avérés. Le réseau antisecte existe. Le réseau est financé. Le réseau est coordonné depuis la Russie. Et des personnes comme Kremenovska et son complice Sviatogor sont leurs agents chargés du recrutement pour des opérations subversives. En tant que saboteurs, ils sèment la discorde et mènent des activités subversives sur le territoire d'autres États. Ils n'ont qu'une seule mission, répandre la haine, diviser la société, détruire ceux qui dérangent. D'abord les minorités religieuses et les organisations laïques, ensuite les politiciens, puis des États entiers. Ce réseau implique progressivement et recrute dans ses activités des journalistes de divers médias, des organes chargés de l'application de la loi, le pouvoir d'État et même les tribunaux. C'est une enquête très intéressante qui attire l'attention des experts internationaux. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'un si grand intérêt se réveille, tant de la part du public que de la communauté d'experts pour le sujet du réseau antisecte et de leurs méthodes manipulatrices d'influence sur la société. Il s'est avéré qu'il y a dans le monde bien plus de personnes lésées par les activités des soi-disant antisectes qu'on ne pourrait l'imaginer. Et ici, il est important de comprendre comment fonctionne leur mécanisme. Comment l'antisecte, qui a perfectionné la manipulation sur de petits groupes, sur des organisations laïques comme Allatra, sur des minorités religieuses, les mounistes, les krishnaïtes, les baptistes,
les témoins de Jéhovah. Soudain, il passe au grand business, aux politiciens, à des États entiers. Comment une seule et même étiquette, secte, créée et promue par l'antisecte, fonctionne partout et à n'importe quel niveau. Et non seulement elle détruit la réputation de sa victime, mais elle pousse en fait toute la société à la haïr, à ressentir du dégoût et, inconsciemment, à souhaiter sa destruction. Il est déjà clairement visible qu'il existe une régularité. Les politiciens que l'antisecte qualifie de sectaires sont victimes d'un attentat en peu de temps. Le plus souvent, il s'agit d'une attaque terroriste publique sous la forme d'une fusillade avec une arme à feu. Nous reviendrons certainement sur ce sujet un peu plus tard, et je vous montrerai des exemples de preuves concrètes qui parleront d'eux-mêmes. Il s'est avéré qu'Alatra constitue pour les personnes compétentes un exemple très précieux et illustratif du fonctionnement du réseau hybride antisecte contre de telles organisations laïques. Je vais brièvement expliquer le mécanisme de liquidation qu'a utilisé l'antisecte contre Alatra, en recourant à la méthode classique russe de désinformation appelée « accusation en miroir ». Les premiers à avoir lancé une campagne publique contre Alatra ne sont autres que le fondateur du Rassir, Alexandre Dvorkin, et le vice-président de l'organisation Rassir, Alexandre Novopachine. Ce sont précisément ces principaux experts en secte en Russie qui, en 2015, ont lancé une vague de diffamation, accusant d'abord le mouvement d'activité pseudo-religieuse, puis de sectarisme et ensuite de collaboration avec le SBU et de financement de l'armée ukrainienne. Le résultat, c'est qu'en Russie, Alatra a été reconnu comme une organisation extrémiste pro-ukrainienne. Ses anciens bénévoles sont emprisonnés, torturés et des perquisitions ont lieu dans tout le pays. Mais regardez ce qui se passe parallèlement. Depuis 2015, Kremenovska lance en Ukraine, dans l'espace médiatique, un récit absolument identique contre Alatra, mot pour mot, selon les mêmes méthodes. D'abord qualifiée de pseudo-religieuse, puis de secte, et à partir de 2022, avec l'aide des médias, ils ont utilisé une accusation miroir. Alatra est pro-russe et anti-ukrainien. Des centaines d'articles et de reportages sur l'Ukraine dont les titres reprennent littéralement les titres des publications russes. Absurde. L'objectif de ces publications médiatiques commandées était de créer un réflexe acquis. Alatra n'est pas une organisation laïque qui se consacre à une activité scientifique utile, qui présente des exposés à l'ONU, au Parlement européen, au Congrès des États-Unis et qui a reçu à 2 reprises la bénédiction du Vatican pour ses activités et qui a fait beaucoup de bien pour l'Ukraine et sa promotion dans le monde. Mais il s'agirait soi-disant d'une secte dangereuse, pseudo-religieuse, apocalyptique, croyant aux extraterrestres et pro-Poutine qui voudrait dominer le monde. Ils ont rassemblé toute la saleté répugnante qu'ils ont pu inventer et ont commencé à l'attribuer à l'organisation. Et tout cela repose sur les avis professionnels des agents du Rassir et les conclusions d'experts d'Irina Kremenovska et de son centre privé CEPI. Réfléchissez à ces chiffres. En 2023, le SBU a été contraint de procéder à 70 perquisitions domiciliaires chez un volontaire d'Alatra pendant la guerre. 70. Dans les médias, les agents du Rassir ont tenté de détruire Alatra, la qualifiant de cellule pro-russe dans le pays, fabriquant des expertises et lançant des procédures pénales contre les volontaires en les accusant de trahison. Et lorsqu'il a fallu présenter des preuves, il s'est avéré que toutes les accusations portées contre Alatra avaient été entièrement falsifiées par l'agente Ratsirs Kremenovska. Et ses alliés européens de Ratsirs et Fekiris, c'est-à-dire les experts locaux en secte et les journalistes qui leur sont liés, ont tenté et tentent toujours de diffuser cette propagande en Europe également. Ils répétaient littéralement et répètent encore sa rhétorique liée au FSB. Chez nous, en Tchéquie,
en Slovaquie, en Italie et dans d'autres pays. Ils ont publié des centaines d'articles affirmant qu'Alatra serait soi-disant une secte pro-russe. Il est logique de se poser la question. Pourquoi autant d'argent a-t-il été dépensé pour cette campagne en Europe? La réponse est simple. Pour créer l'illusion d'un consensus international et, entre autres, influencer la procédure judiciaire en Ukraine. Dans le style, si des experts et des médias en Europe le répètent, cela doit être vrai. Le fait que ces experts en secte travaillent pour le FSB, ils le taisent, bien sûr. Et ensuite, selon leur plan, ils s'appuient sur l'affaire en Ukraine, qu'ils voulaient gagner à tout prix. En créant de faux rapports, écrits d'une seule main comme des copies conformes, ils voulaient utiliser ce précédent pour détruire Alatra en Europe, et même dans le monde entier. C'est-à-dire une liquidation totale et complète, y compris la responsabilité pénale de tous les bénévoles, pour rien, juste parce que quelqu'un aime traquer les gens, instaurer la répression, détruire la démocratie elle-même et les droits des citoyens et cherche à imposer son contrôle. Et maintenant, lorsque le tribunal ukrainien a officiellement reconnu ces accusations et expertises comme étant de pures falsifications, lorsque la police nationale d'Ukraine a reconnu les bénévoles d'Alatra comme lésés, comme victimes, que pensez-vous? Que vont faire ces journalistes qui ont aidé Radzirs? Voyons vérifier s'ils sont impartiaux ou non. Vont-ils écrire honnêtement et factuellement sur la décision du tribunal, sur le fait qu'Alatra n'est pas coupable, sur le fait que 5 expertises sur 5 ont été reconnues comme infondées et irrecevables? Ou bien vont-ils continuer, sur commande du FSB, à publier des articles diffamatoires et à faire comme si de rien n'était? Honnêtement, je doute qu'il se trouve un seul journaliste ou un seul média qui a sali l'organisation pendant des années, qui ait la probité professionnelle et le courage de publier la vérité. Qu'il publie un titre disant « Le tribunal a blanchi le mouvement Alatra que nous avons diffamé pendant 10 ans ». Qu'ils admettent que la police les considère comme des victimes et que nous avons été tout ce temps l'instrument de leur diffamation et de leur destruction. Et justement, ce silence n'est pas seulement un échec professionnel. C'est une preuve directe que ces médias, ces experts, ces portails ne relèvent pas du journalisme. Ils font partie d'un système antidémocratique, d'un réseau raciste, d'un mécanisme qui, par exemple, produit la haine à partir d'un seul centre. Et ce centre, comme nous le savons déjà, se trouve en Russie et ne travaille pas pour la vérité, mais pour le FSB. Et c'est précisément ici que surgit la question principale qui aujourd'hui préoccupe non seulement moi, mais aussi la communauté d'experts. Comment le réseau anticulte parvient-il à attirer dans sa sphère d'influence autant de personnes apparemment raisonnables et influentes? Comment est-il possible qu'ils succombent à ces astuces apparemment primitives? La réponse que j'ai obtenue des experts au cours de nos longs entretiens se trouve dans le domaine de la psychanalyse. Les activistes anticultes ciblent directement les instincts fondamentaux que chacun de nous possède, quel que soit son niveau d'éducation ou sa position sociale. Ils affirment que dans la secte, tu seras victime d'abus sexuels. C'est le premier instinct fondamental. Qu'on va te prendre ton argent et tes biens. Le deuxième instinct fondamental. Qu'on va t'enlever ta liberté de penser. Ils feront de toi un zombie et tu travailleras pour eux. C'est le troisième instinct fondamental. Ils s'attaquent au fait que tu as le devoir de protéger toi-même, tes proches et la société. Là, ils font de toi un héros, le quatrième instinct fondamental. Et le cinquième, encore plus fort, c'est la protection de la descendance. La menace envers les enfants est un bouton rouge qui fonctionne à tous les coups. Ils disent « les sectaires corrompent les enfants, leur lavent le cerveau. Il y a des pédophiles, ils mangent des enfants, tout comme sur l'île d'Epstein. » Cela désactive immédiatement la pensée critique chez tout le monde. Chez un parent normal,
Pour protéger ses enfants, une personne est prête à détruire la source de la menace dans la société sans même vérifier si elle existe réellement. Le cerveau perçoit une menace sérieuse et un mécanisme ancestral s'active. Combat ou fuit. La peur, l'agressivité, le dégoût et la tendance à détruire s'éveillent chez les gens. Les anticultistes ne font pas que menacer. Ils attisent l'agressivité dans la société et la dirigent vers une cible précise. Ils disent « Voici les ennemis, voici les monstres, attaquez-les, chassez-les de la société. » Nous, experts en sectes, vous proposons un moyen légal de les détruire ensemble et de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et les gens, guidés par la peur et l'instinct de survie, participent volontiers à cette campagne. C'est une véritable manipulation des masses. Et quand une personne panique, elle cherche un protecteur. Et c'est alors qu'ils apparaissent comme sortis de nulle part, les antisectes. N'aie pas peur, disent-ils. Nous allons détruire ces sectaires. Nous allons les démasquer. Nous te sauverons, toi et tes enfants. Et la personne pousse un soupir de soulagement. Elle ressent un apaisement. Elle ne vérifie pas les faits. D'abord, on lui a insufflé la peur, puis on lui a donné un sentiment de sécurité, que quelqu'un éliminera cette menace à sa place, et il soutient cela inconsciemment. En même temps, les antisectes appliquent à leurs victimes ce qu'on appelle un blocus informationnel. Non seulement ils déforment les informations dans les médias et calomnient la victime, de plus, ils créent un consensus tacite. Tout média ou journaliste qui donne la parole aux soi-disant sectaires devient automatiquement l'un d'eux ou leur complice. Il perd sa réputation et devient la cible d'attaque. Les anticultistes appellent les rédacteurs en chef, menacent de lancer des campagnes et persécutent ceux qui essaient de proposer un point de vue alternatif. Ils intimident littéralement les médias. En fait, ils construisent ainsi un mur autour de la victime et la réduisent au silence. Dans ce mécanisme, il n'y a cependant pas de place pour l'honneur ni pour l'éthique professionnelle. Certains médias se taisent par peur de perdre leur réputation, d'autres publient volontiers des saletés contre de l'argent. Ce n'est qu'une question de prix. Le résultat, c'est qu'il ne reste qu'une seule image dans l'espace médiatique, celle que créent les anticultistes, unilatérale, déformée, mensongère. Et pour la vérité, tout comme pour la déclaration de la victime elle-même, il n'y a plus de place. Mais il existe aussi un troisième groupe, des plateformes médiatiques spécifiques qui, à ma connaissance, sont actuellement surveillées, car de nombreux faits laissent penser qu'elles appartiennent à l'appareil de désinformation russe. Ces plateformes ne se contentent pas de publier des contre-vérités, elles remplissent une mission précise, diviser la société de l'intérieur. De façon systématique, jour après jour, elles diffusent du contenu qui suscite la haine au sein de la société. Elles dressent les gens contre une partie de leurs propres concitoyens, contre le gouvernement, contre les institutions de l'État. Leur objectif est de créer l'image d'un ennemi là où il n'y en a pas, et d'inciter les citoyens à lutter contre cet ennemi. Ce n'est pas du journalisme, c'est un outil d'un État étranger. Et il est dirigé vers l'intérieur de nos pays, afin que, au lieu de nous développer, nous gaspillions nos forces à nous battre les uns contre les autres. Le thème de l'anticulte et de la lutte contre les sectes apparaît également régulièrement sur ces plateformes. C'est même l'un des principaux canaux par lesquels ils diffusent la propagande contre les soi-disant sectes et cultes. Et c'est justement après avoir intimidé la société par le biais des médias, après des centaines d'articles et de reportages négatifs, que vient l'objectif principal des anticultistes. La connexion avec l'État. Les anticultistes commencent à approcher les fonctionnaires, les autorités chargées de l'application de la loi et les représentants du pouvoir. Et ils exercent une pression sur leurs points les plus sensibles. Ils se réfèrent alors à leur propre production médiatique et disent « Vous voyez, la société est en panique. Les gens exigent des mesures fermes.
Vous ne savez pas ce que disent les médias. Vous n'avez pas conscience de ce qui se passe dans la société. Le public veut une intervention énergique contre les sectes. Et vous n'êtes même pas au courant? Exercez-vous vraiment votre fonction? Ou bien occupez-vous simplement une place? Et ça marche. Les anticultistes les prennent délibérément au dépourvu. Sous cette pression manipulatrice, par peur de paraître inactifs, les fonctionnaires commencent à céder. Ils leur ouvrent les portes, invitent ces experts, leur donnent de l'espace, organisent des conférences, leur permettent de donner des conférences au public ainsi qu'aux forces de sécurité sur le danger des soi-disant sectes. Et le plus important, mesdames et messieurs, je vais le souligner. La première chose que fait toujours le RACIR et son agence dans n'importe quel pays, c'est d'attaquer les droits des citoyens, la liberté de conscience et la liberté de religion. S'ensuit une restriction de la liberté d'expression, puis d'autres droits fondamentaux de tous les citoyens de l'État. C'est exactement ainsi que le système totalitaire a été instauré en Russie. C'est exactement de cette manière qu'ils essaient maintenant d'agir en Europe, aux États-Unis et en Ukraine, selon un schéma parfaitement élaboré. Des scientifiques et des commissions de contrôle, y compris aux États-Unis, l'ont signalé à plusieurs reprises. Ils ont ouvertement qualifié les activités de Dworkin et du RACIR de non-scientifiques et d'antidémocratiques. Ils ont averti que ce réseau représente une menace non seulement pour les minorités religieuses, mais aussi pour les fondements mêmes de la démocratie et des droits de l'homme. Il est important de comprendre que sans la peur qu'ils suscitent eux-mêmes, il n'y aurait pas de demande pour leurs services. Ils ont besoin que la société ait peur et veuille détruire ceux qu'ils désignent du doigt. Ils ont besoin que le public, la police et les politiciens soient constamment sous tension et recherchent leur aide d'experts, car ce n'est qu'alors que leur expertise devient recherchée. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils sont payés pour cela. Ils obtiennent de la visibilité dans les médias et sont invités devant les tribunaux en tant qu'experts. C'est leur couverture. Sous ce parapluie, ils dissimulent leurs propres activités, la manipulation de la société, la chasse aux individus et à leurs droits fondamentaux, l'endoctrinement et l'affaiblissement des institutions démocratiques. C'est un scénario totalitaire qu'ils essaient de mettre en œuvre, étape par étape, dans chaque pays où ils s'infiltrent. Et les gens commencent déjà à s'en rendre compte. Les citoyens constatent de leurs propres yeux que ces prétendus combattants contre les sectes attaquent en réalité leurs droits. Que derrière la rhétorique noble de la protection des enfants et de la famille se cache un mécanisme de désinformation russe visant à démanteler progressivement la démocratie et à instaurer un contrôle total. Et voici peut-être le moment le plus cynique. Lorsque les antisectes accusent leurs victimes de pédophilie, de trafic d'êtres humains ou de décadence morale, ils projettent en réalité sur elles ce à quoi ils se livrent eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'aller bien loin. Prenons par exemple Kremenovska elle-même. Il existe des dizaines de reportages montrant comment, entre 2010 et 2017, elle a empoisonné de ses propres mains des centaines de chiens errants et publié sur Internet des messages expliquant combien cela lui procurait du plaisir. Elle a coordonné tout le réseau de sabotage russe des dog hunters en Ukraine et a tenté de légaliser la branche armée des tueurs de chiens sous couvert d'une carte de presse. Dans ses propres blogs, elle décrivait comment elle savourait les longs gémissements des animaux mourant de sa main, qualifiant cela de symphonie. Quand une personne n'est pas seulement cruelle, mais qu'en plus elle savoure ses actes et décrit publiquement le plaisir qu'elle tire de la souffrance des autres, ce n'est plus simplement de la cruauté. C'est le signe d'un profond trouble psychique, d'une absence d'empathie, d'une défaillance des barrières morales internes. Il s'agit d'un schéma de comportement antisocial proche des tendances sadiques, qui, avec le temps, se transfèrent souvent des animaux aux humains. Et la combinaison de froideur émotionnelle, d'ostentation et d'une absence totale de remords indique des traits de personnalité psychopathique.
Et maintenant, penchons-nous sur le tristement célèbre combattant tchèque contre les sectes, Jakub Jal. Selon un rapport social de Tanzanie, il est soupçonné de trafic d'enfants et d'imposition d'une idéologie sataniste et homosexuelle aux enfants de l'orphelinat Nature and Skills. De plus, de nombreux enfants de cet orphelinat ont témoigné devant la caméra qu'il leur avait fait subir des violences sexuelles, diverses formes de perversion, y compris la coprophilie, et leur avait injecté des médicaments inconnus. L'une des victimes, prénommée Violette, affirme que lorsqu'elle avait 13 ans, Jal l'a violée plusieurs jours de suite. Et lorsqu'elle a tenté de s'enfuir, il lui a infligé des blessures par arme blanche à la poitrine et à la jambe. La jeune fille a montré ses cicatrices devant la caméra. Actuellement, cette affaire fait l'objet d'une enquête officielle en Tanzanie. Dans le documentaire réalisé par des journalistes indépendants, de jeunes enfants racontent devant la caméra ce qui leur est arrivé. Tout cela est confirmé par les parents et d'anciens employés de l'orphelinat. Et savez-vous ce que font Kremenovska, Jarl et d'autres représentants du réseau Racir en réaction à l'enquête journalistique sur leurs activités en Tanzanie sous couvert d'une mission de bénévolat ? Ils s'unissent et disent « Ce sont des théories du complot de la part de sectaires contre lesquels nous luttons ». Et cela alors que l'affaire est examinée par le procureur général de Tanzanie. Et ils qualifient cela d'invention de sectaires vexés. Ils accusent même les enfants eux-mêmes d'être vénaux. Ils accusent de mensonges les journalistes qui ont donné la parole à ces enfants. Et ils présentent justement Jal comme la victime. Ils prétendent que les sectaires ont lancé une attaque médiatique contre lui. Leurs méthodes d'accusation en miroir sont une copie conforme de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils sont réellement. Ils accusent les autres de pédophilie, de sadisme, de lavage de cerveau, alors que des procédures judiciaires officielles sont en cours contre eux-mêmes. En Tanzanie, le parquet enquête sur les activités de Jal et en Ukraine, Kremenovska est impliqué dans une affaire relevant de l'article sur l'incitation à la haine. Il est désormais évident pour beaucoup qui, toutes ces années, a intimidé la société, qui a manipulé le sujet des sectes, quelles sont les caractéristiques et les qualités morales de ces semeurs de peur et pourquoi ils agissent ainsi. Il est également intéressant et maintes fois observé que, lorsque les anticultistes sont démasqués pour leurs mensonges, leurs calomnies et leurs violations des droits des citoyens, ils commencent à agir comme un réseau uni et se défendent publiquement les uns les autres. Ce groupe prédateur, qui attaquait encore il y a un instant sa victime de manière coordonnée, se présente soudain comme un agneau sans défense et dépeint la victime comme l'agresseur. Ils agissent et parlent comme s'ils suivaient un modèle. C'est ce qu'on appelle l'unification du comportement. À ma connaissance, on étudie actuellement de manière intensive comment le Racir tente de donner l'impression qu'il s'agit d'individus totalement indépendants venant de différents pays, qui prétendent lutter contre les sectes, alors qu'en réalité, ils agissent à l'international comme un seul orchestre. Et le chef d'orchestre de cet ensemble reste dans l'ombre. En Russie, le manipulateur et sociopathe Alexandre Dvorkin dirige ce réseau hybride de terreur. Et cela se voit à la façon dont il change de ton de manière synchronisée, lance des campagnes de façon coordonnée, agissent de manière identique dans différents pays et se couvrent et se défendent mutuellement. L'anticulte est ainsi de plus en plus perçu comme un réseau unifié. En ce qui concerne leur structure, au niveau le plus bas se trouvent les exécutants. On les appelle parfois, avec une pointe d'ironie, des torpilles. Cela inclut des personnes comme Kremenovska et d'autres. Ce sont ceux qui font le sale boulot, rédigent des dénonciations, contactent les proches, les employeurs ou les voisins, intimident et menacent. Leur tâche est de discréditer et d'isoler la victime, de la priver de son emploi, de son soutien et de son entourage familial. Et ensuite, ils haussent simplement les épaules. Regardez ce que la secte a fait à cette personne. Ces exécutants sont en fait du matériel jetable. Ils sont souvent pris en flagrant délit de calomnie ou d'abus de pouvoir et il n'est pas rare qu'ils aient à répondre de leurs actes devant les tribunaux.
Mais le réseau s'en débarrasse facilement car ils sont remplaçables. Au-dessus d'eux se trouvent les curateurs. Ce sont des personnes titulaires de diplômes universitaires, jouissant d'une autorité publique, souvent active dans les universités. Ils ne se salissent pas les mains, n'apparaissent pas dans les scandales, restent en retrait, mais ce sont eux qui dirigent tout le processus. Leur tâche est de donner au réseau une apparence de respectabilité et de scientificité. Lorsque c'est nécessaire, ils interviennent en tant qu'experts indépendants. Ils donnent des conférences, publient des expertises. Leur parole a du poids. Et c'est précisément par leur intermédiaire que l'anticulte acquiert une légitimité aux yeux de l'État, s'infiltre dans la législation et obtient l'accès au pouvoir. Et savez-vous comment ces curateurs étendent leur influence ? Ils voyagent à travers le monde et donnent des conférences. En Europe, ils se coordonnent par le biais de la structure FECRIS, dont le vice-président n'était autre qu'Alexander Dvorkin jusqu'au début de la guerre à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine. Dvorkin et ses partisans venus de différents pays voyagent de ville en ville et de pays en pays, interviennent dans les universités, devant des fonctionnaires, des services de sécurité, des autorités judiciaires, des enseignants ainsi que des étudiants et donnent des conférences sur le danger des sectes. Partout, ils se présentent comme des experts en sectes, docteurs en philosophie, théologiens ou spécialistes des religions. Il est intéressant de noter qu'ici non plus, ils n'évitent pas les contre-vérités. Si l'on vérifie, on découvre par exemple que Dvorkin ne possède aucun diplôme académique de docteur en philosophie, ni de spécialiste des religions. Et la sectologie qu'il a créée n'a aucun fondement scientifique. Je ne suis pas le seul à le dire. Des spécialistes reconnus des religions le signalent également, y compris en Russie. Voici un exemple concret. Lorsque Dvorkin a donné une conférence sur l'islam à l'université d'Arkhangelsk, son intervention a été analysée par des islamologues de premier plan, des spécialistes des religions, des experts en droits de l'homme et des spécialistes de l'extrémisme. Leur conclusion était sans équivoque. Il ne s'agissait pas d'une conférence académique, mais d'une présentation partiale et ironique, pleine de déformations et de jugements insultants. Les islamologues ont déclaré que la conférence ne répondait pas aux normes scientifiques et que son objectif n'était pas l'éducation, mais la création d'une attitude fausse et hostile envers l'islam et son prophète. Des experts en extrémisme ont souligné qu'elle contenait des propos pouvant être considérés comme une incitation à la haine envers les musulmans. Les représentants musulmans l'ont qualifiée d'insultante et ont exigé l'interdiction de l'utilisation de tels matériaux dans les établissements d'enseignement. Les chercheurs sont parvenus à la conclusion que les conférences de Dvorkin sont pseudo-scientifiques, pleines d'erreurs factuelles, contenant des jugements insultants et des signes d'extrémisme. La sectologie qu'il a créée n'a aucun fondement scientifique. Il ne possède lui-même aucun titre académique reconnu et sa spécialisation n'existe pas dans la liste officielle des disciplines scientifiques. Selon les experts, ces conférences associent l'islam à une secte et encouragent l'islamophobie. Et cela, chers amis, Dvorkin se le permet à l'égard de la religion mondiale qu'est l'islam, qui compte plus d'1 milliard de fidèles et des institutions puissantes capables de se défendre. Et maintenant, imaginez ce que lui et son réseau font aux groupes religieux plus petits, qui n'ont ni voix ni protection. Là-bas, ils utilisent des méthodes directes de déshumanisation, de calomnie, d'incitation ouverte à la haine et de pression sur l'État ainsi que sur la société pour qu'ils interviennent de manière répressive. C'est précisément pour cela qu'il a commencé avec les petits groupes. C'est là qu'il testait impunément des méthodes qu'il applique ensuite, comme nous le voyons, à des cibles plus importantes. Et n'est-il pas vrai que la même chose se produit dans d'autres pays où les soi-disant experts en secte donnent des conférences ? Prenons par exemple la Tchéquie et Jakub Jal. Il n'a pas la formation adéquate, il est étudiant depuis longtemps et pourtant il se présente comme un expert en secte.
De plus, il a affirmé être parti en Tanzanie dans le cadre d'une mission de sensibilisation, alors que, selon un rapport des services sociaux locaux, il est accusé d'avoir imposé une idéologie sataniste et homosexuelle aux enfants de l'orphelinat. Si l'on regarde donc les conférences de Dworkin et les interventions de ses collaborateurs en Tchéquie, en Serbie, en France et dans d'autres pays, on retrouve toujours le même discours manipulateur, les mêmes formulations qui influencent le public, les mêmes épouvantails, les mêmes techniques de gestion des émotions, ainsi que des méthodes identiques de pression sur les autorités publiques et les forces de sécurité à travers ces interventions. Cela signifie que les anticultes, menés par Dworkin, souvent sans formation adéquate et avec des qualifications douteuses, voyagent à travers le monde et donnent des conférences sur des sujets qu'ils ne comprennent en réalité pas. Et ils ne le font pas pour éduquer le public, l'administration publique ou les organes de sécurité. Leur objectif est de créer chez le public un réflexe conditionné solide. Les mots « secte » et « sectaire » ne doivent pas susciter la réflexion, mais une réaction immédiate. La peur, le rejet, la haine et le désir de détruire. Il s'agit littéralement d'une tentative de programmer les gens, d'émousser leur esprit critique afin qu'ils cessent de percevoir les autres comme des êtres humains. La déshumanisation est d'ailleurs une étape clé dans la préparation de la société à la violence. Il s'agit d'une propagande orientée vers une action concrète. Et les anticultistes attendent le moment où il leur sera profitable d'appuyer sur la gâchette, d'étiqueter quelqu'un de sectaire et de dresser la société contre une partie de sa propre population, l'État contre ses propres citoyens ou les citoyens contre l'État ou le pouvoir. Et ensuite, tout simplement, détruire la démocratie. Ce sont les architectes de la répression et du totalitarisme. Vous savez, pendant longtemps, je me suis demandé d'où venait une telle haine extrême envers les gens chez les représentants du réseau anticulte. Une telle inhumanité. Selon les conclusions des experts qui analysent les caractéristiques psychologiques d'une grande partie des membres les plus actifs de ces réseaux, l'empathie, la capacité à percevoir la douleur, la peur et la souffrance des autres leur fait presque totalement défaut. Ces types de personnalités présentent souvent une combinaison de traits de psychopathie, de sociopathie et d'un narcissisme prononcé. C'est un point important. De telles personnes peuvent comprendre les émotions des autres sur le plan intellectuel et les exploiter, mais elles ne les ressentent pas elles-mêmes. La tragédie d'autrui n'est pas une tragédie pour eux, mais un outil pour atteindre leurs propres objectifs. Outre l'absence d'empathie et le narcissisme, ils partagent également un calcul stratégique froid, une très grande capacité de manipulation, un besoin de contrôler les autres et une absence totale de culpabilité pour le tort causé. Chez la plupart des représentants du réseau anti-secte, on observe en outre un besoin de faire souffrir autrui, comme s'il s'agissait d'un besoin intérieur et, à leurs yeux, d'une possibilité légitime. Pour eux, l'antisecte est un mécanisme qui leur permet de satisfaire leurs besoins de pouvoir, de contrôle et de violence psychologique. C'est le processus lui-même qui est important. Le processus de traque, le processus de chasse, le processus de destruction de la réputation et de la vie d'autrui. Et tout cela est dirigé et en même temps les principaux avantages en sont tirés par une personne qui coordonne tout le groupe et dont les traits psychologiques rappellent fortement ce que la psychologie criminelle désigne comme un psychopathe hautement fonctionnel, c'est-à-dire une personne présentant des traits psychopathiques marqués mais socialement adaptés. De telles personnes peuvent paraître très respectées. Ils peuvent se présenter comme des experts, des idéologues, des dirigeants d'organisations ou des intellectuels publics. Ils sont typiquement capables d'utiliser les gens comme des instruments, de construire un système d'influence et de diriger les autres par l'intermédiaire de tiers. En même temps, ils n'ont aucune empathie, ne ressentent pas la douleur des autres, mais savent parfaitement comment les manipuler. C'est précisément cela qui fait d'eux des manipulateurs idéaux.
Ils créent des structures à plusieurs niveaux, dans lesquelles ils restent eux-mêmes en arrière-plan, tandis que tout le sale travail est accompli par ceux qu'ils ont convaincus que la violence est une vertu. Ou bien ils utilisent des personnes au profil psychologique similaire, mais généralement dotées de capacités cognitives moindres et de tendances sadiques plus marquées. Pour la caste inférieure de l'anticulte, participer à ces structures représente une sorte de possibilité légalisée de satisfaire leurs propres pulsions destructrices sous le couvert de l'idéologie de la lutte contre les sectes. De tels groupes se forment sur le principe de l'attraction mutuelle. L'élite obtient un instrument docile pour atteindre ses objectifs, tandis que la couche inférieure bénéficie d'une protection et d'une sorte d'indulgence pour la violence. Leur motivation n'est pas seulement de faire du mal, mais d'exercer un contrôle absolu, sans aucune limite, un pouvoir sur la pensée et le destin des gens. Et savez-vous ce qu'il y a de pire dans tout cela? Pour eux, nous ne sommes qu'un terrain d'entraînement, un terrain de jeu. Et ceux qu'ils utilisent dans la lutte contre les sectes, les soi-disant torpilles, représentent la couche la plus basse de simples consommables. Ils testent leurs méthodes sur nous afin que, lorsqu'elles seront perfectionnées, ils puissent passer à un niveau supérieur. Sur les politiciens, sur les grandes entreprises, sur les institutions étatiques, sur des États entiers. N'avez-vous pas remarqué qu'en particulier ces dernières années, pratiquement n'importe qui est accusé de sectarisme, peu importe si cela a du sens? Cette étiquette n'est plus seulement apposée sur des groupes religieux, mais aussi sur des organisations et des personnes qui n'ont rien à voir avec la religion. Le terme de secte est utilisé pour des partis politiques, des mouvements citoyens, des électeurs, voire des États entiers. L'anticulte a introduit des notions telles que secte commerciale, secte politique ou même État-secte. Et tout cela relèverait soi-disant de leur domaine de recherche et d'information. Pour le dire clairement, cela relève du domaine de la pression totale, de la manipulation et de l'usurpation du pouvoir. Par exemple, le Rassir, en particulier son vice-président Alexandre Novopachine, affirme que les États-Unis, l'Occident et l'Ukraine ne sont pas des États, mais des sectes. Il le dit publiquement lors de conférences et dans les médias, et il accuse l'Occident d'idéologie sataniste. Réfléchissez à la raison pour laquelle cette rhétorique est systématiquement inculquée depuis de nombreuses années à l'armée russe, aux étudiants, aux forces de sécurité et à l'ensemble de la société. Un jour, l'expert américain en renseignement, le Dr Egon Cholakian, a dit quelque chose d'important. L'anticulte et les soi-disant combattants contre les sectes menés par Dworkin ne sont qu'un des tentacules d'une immense hydre. Ils représentent l'une des branches d'une structure hybride mondiale dont le but est la destruction du monde démocratique et l'instauration d'un pouvoir total. J'ai moi-même parlé de quelque chose de similaire, mais plus je m'y plonge, plus l'ampleur de la chose me surprend. Et aussi, à quelle vitesse le monde que nous connaissons change sous nos yeux. Les valeurs et libertés démocratiques cèdent la place au totalitarisme. Les droits des citoyens sont restreints et le mot « secte » devient une arme universelle contre ceux qui dérangent. Ce dont nous parlions se confirme littéralement sous nos yeux, et l'on commence à voir clairement que l'anticulte n'est qu'un seul, relativement petit, mais très dangereux outil entre les mains de cette hydre. Un outil qu'ils ont affiné, perfectionné et préparé pendant des décennies pour un grand jeu. Je me souviens d'une conversation avec un expert. Il a proposé une expérience simple. Il a dit « Essayez de vous écouter intérieurement. Quelle réaction le mot politicien suscite-t-il en vous? Et maintenant, le mot sectaire? Et savez-vous ce que cela met en lumière? Chez la plupart des gens, la réaction est pratiquement la même. Une indignation intérieure, un rejet, une négation qu'on ne peut pas expliquer rationnellement, mais qui se trouve quelque part au fond, au niveau de l'instinct.
Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est une preuve directe que les gens ont été programmés par les mêmes méthodes. De plus, on voit un lien évident. Ce sont les mêmes experts en secte, les mêmes journalistes et plateformes médiatiques liés au réseau anti-secte, qui pendant des années ont attaqué les minorités religieuses et qui soudainement se concentrent sur les politiciens, les représentants du pouvoir, les forces de sécurité, et cela s'intensifie toujours de manière significative avant les élections ou lors d'événements politiques clés. Le schéma est le même. Des gros titres quotidiens, ce politicien est un sectaire. Ses électeurs sont des membres d'un culte. Il n'est pas apte, il doit être écarté. On crée dans la société de la résistance et de la méfiance. Toute action d'un tel politicien commence à être perçue inconsciemment comme une menace pour l'État, et donc pour chaque citoyen. Et ne trouvez-vous pas étrange qu'après une attaque médiatique aussi intense contre un politicien, orchestrée par des experts en secte via les médias, non seulement la haine et la méfiance envers le politicien stigmatisé s'enflamment dans la société, mais qu'il y ait aussi une tentative d'attentat, voire un meurtre. Dans cet épisode, nous n'allons pas nous attarder en détail sur la technologie dite du codage en puzzle que la haute direction de l'anticulte applique à la société. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une manipulation d'un autre ordre, appelée programmation à distance d'une personne pour qu'elle adopte un certain comportement. Cette approche est décrite comme une influence psychologique progressive, exercée par des vagues d'informations et des signaux cachés, qui visent à préparer les individus vulnérables à commettre des actes de violence. Le mécanisme s'étale dans le temps. Il dure des mois, parfois même des années. D'abord, un certain environnement informationnel est créé, et une fois la base posée, une activation ciblée suit. Une personne à la psyché instable reçoit une impulsion indirecte pour agir. En termes simples, il s'agit de la formation d'un tireur ou, comme l'appellent les anticultistes, d'un loup solitaire. Les attaques dans les écoles, les fusillades de masse ou les attentats contre des hommes politiques sont, dans cette interprétation, présentés comme la conséquence directe de cette technologie de codage en puzzle. Seuls les objectifs diffèrent. Dans un cas, ce sont les enfants dans les écoles et les universités. Dans l'autre, ce sont les adultes, les politiciens ou les représentants de l'État. Bien que, globalement, les deux visent à terroriser l'ensemble de la société, le principe reste le même. Une personne exposée à une telle influence manipulatrice par le biais des médias se transforme en un instrument agissant selon un schéma préétabli, tout en croyant subjectivement qu'elle agit de son propre gré. La pensée critique s'affaiblit et il ne reste plus qu'une image dominante de l'acte et la tâche à accomplir à tout prix. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école, car le nombre de fusillades scolaires a fortement augmenté dans de nombreux pays. Et en même temps, ces écoles reçoivent la visite de soi-disant antisectaires qui viennent y donner des conférences. Apparemment, les mormons, les scientologues, les baptistes, les témoins de Jéhovah, tous seraient des sectaires dangereux. Ils lavent le cerveau. Il faut en avoir peur, les rejeter. Ce ne sont pas des êtres humains. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi font-ils de telles conférences aux enfants ? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question ? Pourquoi mettent-ils autant d'efforts à laver le cerveau des enfants? Quand on regarde cela dans son contexte, il est évident qu'ils le font pour que, dans 5 à 10 ans, ces enfants deviennent leur armée. Et certains d'entre eux deviennent leur loup solitaire avant même d'atteindre l'âge adulte. Ce sont ces mêmes experts en secte et en culte qui donnent des conférences à la jeune génération et, à travers leur subconscient, leur montrent un objectif qui commence à exploiter les enfants pour éliminer un homme politique gênant, par exemple en les rassemblant sur une place pour renverser un président ou un premier ministre lorsque cela leur est nécessaire. Ensuite, ils qualifient l'un des représentants du pouvoir de sectaire. Voilà ce qu'ils font avec le cerveau des enfants.
Et puis, quand c'est nécessaire, ces loups solitaires sont rassemblés en meute quelque part sur une place, et la révolution est en fait déjà faite. Le peuple exige un changement de direction. Les plus hauts cercles de l'anticulte sont allés encore plus loin. Ils participent à la création de jeux vidéo dans lesquels il faut tuer des sectaires. Dès le plus jeune âge, on inculque aux enfants qu'il existe des gens et qu'il existe des sectaires. Ce sont des créatures ressemblant à des zombies et il faut les détruire. Dans de tels jeux, les enfants n'ont pour seul choix que la manière de les éliminer. Et puis ces enfants, déjà programmés de cette façon, grandissent et prennent une arme. Et lorsque les médias publient des titres affirmant qu'un sectaire occupe la tête de l'État ou un poste élevé, ce mécanisme se déclenche. Voici des exemples réels. Regardez attentivement et répondez. Qu'est-ce qui relie toutes ces personnes ? Je vais vous le dire. La première chose qui relie tous ces politiciens, c'est que contre chacun d'eux, des antisectes ont travaillé de manière coordonnée et systématique dans l'espace médiatique, les affublant de l'étiquette sectaire. Dans le cas du Premier ministre slovaque Fico, la haine sociale a été suscitée par l'étiquette pro-russe, mais les méthodes et les acteurs restent les mêmes. La deuxième chose qui les relie, c'est qu'après une telle campagne médiatique contre eux, il y a eu des tentatives publiques d'attentats. Il s'agit d'un acte terroriste classiquement préparé avec une longue préparation informationnelle du soi-disant tireur isolé. Ce sont les mêmes antisectes qui, selon cette affirmation, façonnent un tel auteur et qui, après l'attaque, le présentent dans les médias comme un fou. Ils le décrivent comme un individu qui haïssait tellement le politicien parce qu'il avait été qualifié de sectaire qu'il a pris une arme. Ils affirment que la société est tellement polarisée et indignée que les gens ne supportent plus qu'un sectaire soit au pouvoir. Et donc l'un des millions a pris une arme, il était simplement le plus radical. De cette manière, il continue d'accentuer la pression psychologique sur la société et, en même temps, montre indirectement l'exemple de la façon de traiter les politiciens qui dérangent le FSB. C'est précisément cela, le terrorisme hybride. Jetons un bref coup d'œil au cas concret de l'homme politique d'opposition russe, Alexeï Navalny. Bien avant la tragédie, déjà entre 2017 et 2018, le récit selon lequel Navalny serait le chef d'une secte a été systématiquement introduit dans l'espace médiatique. Selon le schéma classique, on utilise de prétendues victimes qui auraient été lésées par Navalny ou son équipe pour appuyer cette accusation. Elles affirment d'abord y avoir travaillé, puis ajoutent l'interprétation que cela ressemblait à une secte où Navalny était l'objet de vénération. Cet argument de base devient alors le pilier de toute la campagne médiatique. Ceux qui ont quitté l'équipe de Navalny confirment, paraît-il, qu'il s'agit d'une secte. Ensuite, une figure clé apparaît. Un expert en secte, le protégé du père Alexandre Novopachine, vice-président du RACIR. Il ne s'agit pas seulement de déclarations publiques, il mène personnellement un travail systématique auprès de la jeunesse ainsi qu'avec les forces de sécurité à travers des conférences. Selon ses propres dires, chaque mois, il anime des dizaines de rencontres avec des jeunes, où il parle entre autres des quartiers généraux de Navalny. Bien sûr, dans le sens où il s'agirait d'une secte dangereuse et que son dirigeant serait un dangereux sectaire. Des centaines d'articles avec des titres du type « Comment se sauver de la secte de Navalny » sont ensuite diffusés dans l'espace médiatique en Russie et dans les pays voisins. La secte des témoins de Navalny, la secte FBK, les membres de la secte de Navalny ont vu le jour. L'un des députés de la Douma d'État, je ne citerai pas son nom, a officiellement demandé que le ministère de la Justice reconnaisse Navalny comme le fondateur d'une secte totalitaire. Et l'essentiel était ceci, je cite, « Et il faut rendre les électeurs responsables de leur soutien et de leur participation à la secte. » Nous voyons ici un schéma classique, littéralement repris de la manière dont l'antisecte agit contre les petites organisations religieuses. Oui,
La mort de Navalny n'a pas été exécutée publiquement sous la forme d'une attaque de masse, mais selon le modèle russe classique, par l'isolement et l'élimination silencieuse. Pourtant, il s'agit d'un exemple illustratif de la façon dont de tels mécanismes fonctionnent dans le contexte russe. Regardons un autre cas marquant de 2024. La tentative d'assassinat contre le Premier ministre slovaque, Robert Fico. À première vue, il n'a pas été accusé de sectarisme, mais de position pro-russe. Cependant, les méthodes restent les mêmes. De la même manière, une atmosphère de haine et d'intolérance a été créée contre lui. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Remarquez une chose importante. Un mois avant la fusillade, le 10 avril 2024, Fico avait publiquement mis en garde. Il a publié une déclaration dans laquelle il a directement dit « Dans les rues, on insulte grossièrement les politiciens du gouvernement. » Et j'attends seulement que cette frustration si intensément alimentée par certains médias se transforme en l'assassinat de l'un des principaux politiciens du gouvernement. Et je n'exagère pas d'un millimètre. Un mois plus tard, le 15 mai, Fico a été blessé lors d'une fusillade. Selon des témoins, après la fin d'un événement, l'homme politique s'est approché des habitants locaux. À ce moment-là, plusieurs coups de feu ont retenti dans la foule et Fico est tombé au sol. Le Premier ministre a été blessé à la poitrine et à l'abdomen. Lors de sa première apparition publique après l'attentat et sa blessure, Fico a désigné directement les coupables. Il a cité les sources médiatiques anti-gouvernementales et les organisations à but non lucratif financées par l'étranger comme les principaux facteurs ayant créé un environnement dans lequel l'attentat est devenu possible. Selon lui, ce sont précisément ces entités qui ont systématiquement attisé la haine. La haine dans la société a été exacerbée jusqu'au moment où le soi-disant loup solitaire, dans ce cas Juraj Cintula, a franchi la limite. Et maintenant, regardons Trump. En peu de temps, une série entière de tentatives d'attentats a eu lieu, également en 2024. Mais qu'est-ce qui a précédé cela? Déjà en 2019, Steven Hassan, proche collaborateur d'Alexander Dworkin et personne associée au réseau antisecte, publiait le livre « Le culte de Trump ». Dans ce livre, Hassan ne se contente pas de critiquer Trump, il affirme qu'il a créé un culte destructeur dont les partisans sont dans une sorte de soumission hypnotique. Ils ont perdu la capacité de penser de façon critique et ont besoin d'une intervention extérieure. Dans ses textes et ses interviews, il parle ouvertement de la nécessité de leur déprogrammation. Une méthode qui, dans la pratique, signifie souvent un changement de conviction sous la contrainte. Ensuite, une campagne systématique est lancée non seulement contre Trump, mais aussi contre ses électeurs qui sont dépeints dans les médias comme déséquilibrés ou irrationnels. Le résultat ? Des attaques répétées par arme à feu contre des hommes politiques de la part de soi-disant loups solitaires. Un schéma similaire peut, selon cette interprétation, être observé chez d'autres hommes politiques qui ont été étiquetés. Et dans certains cas, cela s'est terminé tragiquement. On peut se demander pourquoi ces scénarios se ressemblent autant. D'abord une campagne médiatique et l'étiquette de sectaire, puis des coups de feu. Et à chaque fois, les mêmes méthodes, les mêmes liens menant à la Russie, au racisme et aux structures qui se trouvent en arrière-plan. Personnellement, je me suis demandé pourquoi certains hommes politiques et partis politiques dans différents pays soutiennent ouvertement l'anticulte. La réponse est cyniquement simple. Cela en arrange certains. Nous savons déjà comment fonctionne l'anticulte et quels sont ses objectifs. Mais là où, à un certain stade, ces objectifs coïncident avec les intérêts de certaines forces politiques, il peut servir les intérêts de ces politiciens. Éliminer leurs opposants, reconfigurer l'opinion publique, priver les concurrents de leur soutien. Mais ce service a un prix.
Le politicien à qui l'anticulte a permis d'affaiblir un adversaire devient alors redevable. Il sait comment il est arrivé au pouvoir, comment il a influencé les voix des électeurs et, qu'il le veuille ou non, il est ensuite obligé de protéger cette structure, de défendre ses intérêts, de fermer les yeux sur ses méthodes. En réalité, il devient son intermédiaire au sein des structures de l'État. D'après les informations que j'ai obtenues de personnes compétentes, sans que les noms des politiciens ne soient bien sûr mentionnés, il est souvent vrai que les politiciens qui soutiennent systématiquement le réseau anticulte ne sont eux-mêmes pas irréprochables. Certains sont liés par la corruption, d'autres par des documents compromettants, d'autres encore par une idéologie partagée. Mais il appartient aux organes de surveillance de la sécurité de s'en occuper. Je voulais seulement montrer, attirer l'attention et avertir. Et pour conclure, je voudrais dire ceci. Réfléchissez à votre propre perception, à ce qui se passe dans votre tête. Avez-vous vu à quel point cette manipulation peut être puissante et de quoi elle est capable? Si vous voulez en avoir le cœur net, essayez de remarquer votre réaction aux mots sectaire et politicien. Si ces mots suscitent en vous un rejet immédiat et difficile à expliquer, cela signifie que l'étiquette émotionnelle fonctionne déjà. Et c'est précisément là-dessus que repose la manipulation. Nous sommes progressivement amenés à ne pas réfléchir, mais à réagir. Et si cela échappe à votre perception critique, cela signifie que le même mécanisme peut aussi être utilisé contre vous. Parce que la première phase et la base pour attiser la haine ont déjà été créées en vous. À un certain moment, en acceptant sans réfléchir des informations chargées d'appel à l'action, on cesse tout simplement de distinguer où se trouve la vérité et où se trouve le mensonge prémédité. Où est votre propre opinion et où est l'ordre d'autrui implanté dans votre subconscient à travers des titres et des conférences? Cette manipulation du subconscient est-elle dangereuse ou non? C'est une question à méditer.